toutes et à tous. Commençons par ce chapitre portant sur les coûts complets, c'est-à-dire les coûts qui intègrent toutes les charges qui concernent un produit, un service, une activité, etc. Le principe, c'est un enchaînement des coûts. C'est-à-dire qu'on va être face à des coûts qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Je prendrai l'image des poupées russes par exemple, où la première poupée va être intégrée dans la deuxième, etc., etc. Illustrons ceci peut-être par un premier exemple. Imaginez un processus de production, distribution en 3 étapes. Une première étape, on s'approvisionne. Une deuxième étape, on transforme, on produit. Et puis une troisième étape, on va distribuer, on va vendre ce qui a été fabriqué. Et bien à chaque étape, un coût va pouvoir être calculé. Un premier coût va être calculé à la fin de l'étape approvisionnement. On aura le coût d'achat de ce qui a été obtenu à l'extérieur. Quand nos matières premières, nos composants, etc. ont été utilisés, transformés, assemblés, on est à la fin de l'étape de production, on obtient un coût de production. Et puis enfin, troisième étape, les produits fabriqués sont vendus. On parle alors de coût de revient pour ces produits fabriqués, vendus. Et à chaque fois, le coût d'achat va être compris dans le coût de production qui lui-même sera compris dans le coût de revient. Commençons donc par étudier ce coût d'achat. De quoi est-il constitué ? Eh bien, ce coût d'achat renvoie à tout ce que l'on s'est procuré comme matières premières, pièces détachées, fournitures, marchandises, services, etc. pendant une période donnée. Pour le calculer, eh bien tout d'abord, on va chercher le prix hors taxe de ce qui a été acheté. Par exemple, si je prends ici une facture, le prix hors taxe pour le produit A sera de 150 €. Je rappelle, en contrôle de gestion, la TVA pour nous est complètement incolore, indolore, invisible. On collecte de la TVA pour l'État et en même temps, pour tout ce qu'on a pu acheter, il y a de la TVA et un rapprochement est fait. C'est simplement ça de la comptabilité financière. En contrôle de gestion, on n'en voit pas la couleur, on n'en sent pas l'odeur, on n'en voit pas un quelconque impact. Et puis à ce prix d'achat hors taxe, eh bien, est rajouté des charges d'approvisionnement, c'est-à-dire tout ce qu'il a fallu pour pouvoir référencer, trouver l'élément que l'on veut acheter, le négocier jusqu'au moment où il arrive dans l'entreprise. Donc on aura des charges très différentes en fonction du métier de l'entreprise, mais ça peut être des charges de prise de contact, de téléphone, courrier, déplacement, des salaires, du transport, de la logistique. Ça peut être des fournitures qui sont consommées. Bref, quelque chose de très varié. 1, 2, 3, 4. Prenons un exemple pour illustrer le calcul du coût d'achat. Nous avons une entreprise Alpha, qui d'ailleurs va nous suivre tout au long de ce PowerPoint, qui au mois de janvier a acheté pour 1000 kg de matières premières pour 10 € le kilo. À ceci, on estime qu'il y a eu pour 1 € de frais d'approvisionnement pour chaque unité de matière première achetée, comprenez pour chaque kilo de matière achetée. Le calcul du coût d'achat de ces matières premières se fera de la manière suivante. On commencera par évaluer quel était le prix total de la matière achetée. 1000 kg à 10 €, on a pour 10 000 € d'achat auprès d'un fournisseur, auquel se rajoutent les charges d'approvisionnement à raison d'1 € par kilo, soit 1000 €. Soit un coût d'achat total de 11 000 € pour cette matière achetée en janvier, et un coût d'achat unitaire de 11 € le kilo. Alors, vous pouviez faire le calcul très rapidement, effectivement, à partir de l'énoncé, mais rappelez-vous que nous sommes face à un système d'information, l'objectif étant de créer de l'information à partir de données, et non pas d'en détruire. En effet, ces quelques chiffres qui étaient plutôt très faciles à obtenir, et de tête, vous avez sans doute trouvé qu'on avait pour 11 €, eh bien, peuvent nous être utiles par comparaison, par soustraction, par composition. Ainsi, je peux par exemple regarder quel a été le coût d'achat unitaire pour chacun des différents mois écoulés. Et vous voyez qu'ici, le mois de janvier n'a pas un coût d'achat au kilo le même qu'en novembre ou en décembre. Et que les éléments qui constituent ce coût d'achat
unitaires, eux-mêmes, ont pu varier d'un mois à l'autre. Vous voyez, par exemple, j'ai un peu plus de main-d'œuvre d'approvisionnement, du service achat en décembre, qu'en janvier et aussi qu'en novembre. Et que, par exemple, tous les frais de communication pour prendre contact avec mes fournisseurs ont été plus élevés, visiblement, dans le coût d'achat au mois de novembre qu'en décembre et janvier, etc. Comme le prix, d'ailleurs, que j'ai négocié avec mon fournisseur n'est pas exactement le même au kilo pour chacun de ces mois. Donc ça, c'est un des objectifs du contrôle-gestion, c'est produire de l'information de manière à ce que un gestionnaire, un décideur, puisse en tirer certaines conclusions, en faire une analyse. Je pouvais aussi trouver autre chose, faire un graphique qui me fait apparaître le coût d'achat total de cette matière pour chacun des mois. Et vous voyez, le mois de janvier est le mois où on a acheté visiblement le plus. Et le mois de décembre, c'est où on a acheté le moins. Et là, vous trouvez maintenant, ça y est, peut-être des pistes d'approfondissement. J'ai très peu de main-d'œuvre au mois de janvier parce que j'ai peut-être une main-d'œuvre qui est salariée, c'est-à-dire une charge fixe. Si j'achète beaucoup de kilogrammes de matières premières, eh bien, pour mon montant de salaire inchangé, j'ai relativement peu de montant de salaire pour chaque kilo de matière. En décembre, j'ai acheté très peu. Par contre, j'ai toujours le même volume de salaire pour le mois. Donc résultat, il y a beaucoup plus de salaire dans le coût d'achat unitaire d'un kilo acheté. Vous voyez, en démultipliant ce type d'analyse, je commence à pouvoir faire apparaître ce que l'on détaillera un peu plus tard, des éléments dits de dysfonctionnement ou encore dits de pistes d'amélioration pour notre entreprise. Ce coût d'achat, revenons un peu dessus maintenant. Eh bien, chaque matière que l'entreprise va acheter va entrer dans les stocks, pour peut-être en ressortir très vite derrière, mais surtout rentre dans les stocks pour le coût d'achat, c'est-à-dire ici pour une valeur de 11 € le kilo. Je vais retrouver également un petit schéma qui va nous suivre. On a nos stocks de matières premières. Et bien voilà, je vais créer l'information. Je fais apparaître l'achat de mes 1000 kg à 11 € le kilo en disant dans mes stocks, j'ai maintenant 1000 kg disponibles à 11 €. Et cette information va circuler au sein de l'entreprise, par exemple les services de production savent que maintenant on a 1000 kg à disposition pour produire, et que les services comptables également ont pu faire leur travail en enregistrant des factures, etc. etc. C'est un premier élément d'information circulante. Deuxième niveau maintenant, on arrive à la fin de notre deuxième étape, le coût de production. Et bien, le coût de production représente l'ensemble des charges que l'on a dû engager pour atteindre un certain niveau de production. Il va se composer du coût d'achat de la matière première utilisée, j'insiste bien, utilisée, et non pas seulement achetée. À ceci, on rajoutera toutes les charges de production qui ont été nécessaires pour transformer la matière première brute en quelque chose de plus complexe, un produit fini par exemple. Donc pour ceci, vous avez certainement eu besoin de charges de personnel, vous avez peut-être eu des consommations telles que l'eau, l'électricité, d'autres types de charges, peut-être des loyers d'un atelier de production. Et puis de l'amortissement du matériel utilisé, vous avez peut-être des éléments lourds en termes d'installation, de machinerie, etc. qui s'usent et donc qui s'amortissent, et chaque produit fabriqué va supporter un peu de l'usure des équipements utilisés. Revenons à notre exemple, qui est celui de l'entreprise Alpha. L'entreprise Alpha, au mois de janvier, a fabriqué 400 produits finis, appelés PF. Pour ceci, elle a dû utiliser 2 kg de la matière première que nous avons achetée tout à l'heure. Une heure de main d'œuvre payée 50 € est nécessaire pour un produit. Et également, il y a une heure de fonctionnement de machine. Dans l'atelier, on considère qu'une machine, c'est à peu près 10 € entre l'amortissement, l'énergie et ce qui va avec. Le calcul de le coût de production devient le suivant. Tout d'abord, la matière consommée. 400 produits sont fabriqués, chacun demandant 2 kg. Nous avons donc consommé 800 kg de matière première. C'est-à-dire qu'il y a eu pour 8800 € de matière consommée. Par ailleurs, nous avons eu besoin de main d'œuvre. Une heure par produit, c'est-à-dire 400 heures au total, payé 50 €, c'est 20 000 €
de main-d'œuvre qui est utilisée. À ceci également, nous rajoutons des frais d'atelier, toujours 400 heures, à 10 € de l'heure, il y a pour 4000 € de frais d'atelier. Et donc au final, un coût de production de 32 800 €, c'est-à-dire que chaque produit a été obtenu pour un coût de production unitaire de 82 €. Là aussi, je peux représenter tout ça par un petit graphique en disant voilà la composition de mon coût de production. Vous voyez la part prépondérante qui est celle de la matière première. Mais la main-d'œuvre également prend une place extrêmement importante, c'est la partie rouge. Et les frais d'atelier, finalement, c'est la partie qui apparaît en vert. Ça donne aussi quelques pistes en termes de priorité. Si vous voulez contracter votre coût de production, vous voyez peut-être où sont les gisements les plus évidents. Et ceux qui vous permettent de faire les économies aussi le plus rapidement. Et pour terminer le coût de production, chaque produit terminé va passer par un stock en attendant d'être vendu. Et en stock, notre produit fini sera évalué à son coût de production, c'est-à-dire 82 € pour nous ici. Si on retrouve notre schéma précédent, vous retrouvez nos stocks de matières premières, et bien voilà la suite des aventures. Nous avons 800 kg qui ont quitté les stocks pour la production. Et bien, une fois qu'on a sorti nos 800 kg, il ne va plus en rester que 200, toujours à 11 € dans nos stocks. Les 800 kg sortis de stock pour la production se voient rajouter la main-d'œuvre ainsi que les frais d'atelier. Ce qui fait que là, on a pu dire que les 400 produits finis fabriqués, c'était un coût de production de 82 € pièce et un coût total de 32 800 pour l'intégralité de la fabrication du mois de janvier, qui rejoint le stock de produits finis. Et donc en stock, j'ai 400 produits finis à 82 € pièce. Là, vous voyez, mon système d'information continue à fonctionner. J'envoie aussi un signal fort maintenant, par exemple aux commerciaux, en leur disant nous avons 400 produits finis en stock, vous pouvez vous lancer sans problème dans la vente, il y a de quoi vendre pour l'instant. J'ai aussi un autre signal qui est envoyé aux acheteurs, il ne reste plus que 200 kg de matières premières disponibles, ce qui veut dire que si on veut fabriquer d'autres produits dans les prochaines semaines, on va être assez limité. Peut-être faut-il commencer à recommencer la séquence d'achat. Vous voyez là, grossièrement, on a notre système d'information global qui s'est mis en place. Et puis enfin, dernière étape, celle de la distribution, c'est le calcul du coût de revient. Et ce coût de revient représentera l'intégralité des charges engagées, non seulement pour produire, fabriquer un bien, mais également pour que celui-ci soit vendu, distribué. Ainsi, la composition du coût de revient, ce sera le coût de production des biens vendus, et là encore j'insiste, c'est vendu et non pas seulement fabriqué, auxquels vont se rajouter toutes nos charges de distribution, mais également toutes les autres charges de l'entreprise, notamment toutes les charges administratives. On a un service de ressources humaines, une direction, un service comptable, des services d'entretien, etc. Il faut bien que quelqu'un couvre ces charges, et seul un produit vendu va permettre de générer le chiffre d'affaires, les produits qui permettront de couvrir les charges engagées. Revenons à notre exemple, toujours notre entreprise Alpha. Au mois de janvier, c'est 200 produits finis qui ont été vendus. Pour chaque produit vendu, on a pu repérer que nous avions engagé 20 € de frais de vente. Également, on a pu évaluer qu'il y avait en moyenne 10 € de frais d'administration générale pour chaque produit vendu. Notre coût de revient sera obtenu, maintenant c'est classique, de la manière suivante. On prend le coût de production des produits finis vendus, 200 produits vendus 82 €, on a pour 16 400 € de coût de production total. On rajoute les frais de vente, 20 € par produit, soit 4000 € pour l'intégralité des ventes, et puis des frais d'administration générale, 10 € par produit, soit 2000 € au total pour le mois de janvier. Ce qui nous donne un coût de revient
de 22 400 € pour l'intégralité des ventes du produit PF du mois de janvier. Et donc, chaque produit PF vendu, c'est un coût de revient unitaire de 112 €. Qui me permet, vous voyez là aussi, de faire des graphiques, des analyses. Là c'est juste un petit exemple, mais sur les ventes de produits de novembre, décembre, janvier, vous voyez les parts respectives des grands éléments, administration, matières premières, main d'œuvre. Et vous voyez qu'il y a des différences notables. Si vous regardez les couleurs, en novembre, on a a priori une part importante de la main d'œuvre au sein du coût de production unitaire, ce qui est un peu moins vrai en décembre et janvier. En décembre, par contre, on a une part qui est devenue plus importante des frais de vente et une valeur de matière première qui également occupe une part plus importante dans le coût de revient du produit. Voilà, là aussi, c'est des pistes qui sont à explorer pour la suite, mais qui nous permettent de voir que notre information créée sera importante et qu'on en a besoin de manière abondante et qu'on a besoin de la conserver aussi d'ailleurs abondante que dans le temps. Conclusion de tout ceci, eh bien souvenons-nous que seul un produit fini vendu possède un coût de revient. Un produit de fini non vendu, c'est-à-dire qui est en stock, est pour l'instant uniquement avec un coût de production. Et ce coût de revient va permettre de calculer le résultat du produit PF. Pour ceci, on rapprochera le chiffre d'affaires que l'on réalise sur ce produit ainsi que le coût de revient de ces mêmes produits vendus. Revenons à notre petit schéma de synthèse qui nous a suivis. Nous en étions restés ici. Nous avions nos stocks de matières premières, de produits finis. On vient de vendre 200 produits finis. C'est-à-dire que notre stock de produits finis, maintenant, ne dispose plus que de 200 produits. Ces produits finis vendus, non seulement à leur coût de production, nous avons vu que nous avions rajouté des frais de vente et des frais d'administration. Et donc un coût de revient qui est de 112 €, coût de revient unitaire par produit vendu. Le prix de vente de ce produit est de 130 €. Ça, c'est moi qui vous donne cette information à l'instant. En comparant les deux, ça veut dire donc que le bénéfice par produit, 130 moins 112, est de 18 €. On retrouve ici, si vous vous souvenez, une des grandes questions lors de l'étude du cas Jacquier. Quel bénéfice réalise-t-on par produit? Est-ce qu'un produit est rentable? Et bien là, on a, vous voyez, des premières pistes. Notre information maintenant a commencé à diffuser dans les différents services d'achat, de production, de vente, etc. Et puis là, on a une information qui est plus à destination d'une direction, en tout cas d'un responsable de produit. On sait que le produit PF est un produit qui gagne de l'argent, on gagne 18 € par produit. Se posera des questions après de profitabilité, de comparaison peut-être avec d'autres produits. Est-ce que c'est un produit qui est intéressant, qui complète la gamme? En fait, vous apercevez que plus vous posez de questions, plus vous avez de nouvelles questions en nombre important qui apparaissent. Et donc ça, vous avez mis les mains dans le moteur du contrôle de gestion et est en train de vous faire happer par lui. Plus on est curieux, plus on pose de questions, plus on pose de questions, plus on en a de nouvelles à poser, et on est constamment en train d'y revenir. C'est un travail qui est un travail jamais terminé. On est vraiment là devant le tonneau des Danaïdes. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et à bientôt.